Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Parler aujourd'hui de la place des collectivités territoriales dans la politique éducative, c'est rappeler une évidence trop souvent oubliée. L'école, pilier de notre République, ne saurait fonctionner sans l'implication des collectivités territoriales. L'État, à travers l'éducation nationale, fixe les programmes, recrute et organise le travail de plus de 700 000 enseignants des établissements publics, garantit le cadre national de l'enseignement et surtout l'égalité d'accès au savoir. C'est son rôle et il est essentiel. Mais dans le même temps, les collectivités assurent une part considérable du fonctionnement concret de l'école au sens large. Les communes construisent, entretiennent, équipent les écoles maternelles et élémentaires. Elles organisent la restauration scolaire, les activités périscolaires, les centres de loisirs, les ATSEM. Elles définissent et elles animent les politiques éducatives locales. De la même manière, les départements et les régions prennent toute leur place pour les collèges et les lycées de leur territoire, sans oublier leur action majeure en termes d'orientation et de formation pro. Autrement dit, l'État enseigne, éduque, mais les collectivités rendent cette éducation et cet enseignement possible. Et force est de constater que ce rôle des collectivités n'a cessé de croître au fil des années, avec des besoins locaux souvent grandissants, et ce sans que les moyens alloués soient adaptés. Or, au moment même où les collectivités sont davantage sollicitées, elles doivent faire face à des politiques nationales qui fragilisent profondément l'école publique. D'abord parce que le gouvernement continue année après année à supprimer des postes et à fermer des classes au nom de la baisse démographique. Oui, le nombre d'élèves baisse, mais cette baisse aurait dû être une chance historique pour l'école publique. Tout cela doit nous conduire à une ambition éducative nouvelle, moins d'élèves par classe, davantage d'accompagnement et, si je peux me permettre, davantage de remplacement à l'heure où près de 10% des heures de classe sont perdues faute de professeurs. Au lieu de cela, le gouvernement transforme cette évolution démographique en variable d'ajustement. À la rentrée 2026, qui s'annonce comme l'une des plus destructrices pour l'école publique, avec près de 3 700 fermetures supplémentaires, après près de 3 000 fermetures cumulées depuis 2021. Ma collègue Marie-Pierre Monnier vous interrogera d'ailleurs, Monsieur le Ministre, sur ce sujet, car trop souvent, ce sont les collectivités territoriales qui doivent finalement être à la manœuvre pour compenser les manquements de votre ministère. Ces constats, chers collègues, sont mis en lumière alors que la France demeure pourtant l'un des pays européens où les classes restent les plus chargées. La logique mise en œuvre contribue donc directement à l'aggravation des inégalités scolaires et c'est le deuxième sujet que je veux aborder. Les écarts se creusent entre établissements, entre territoires, entre enseignement public et enseignement privé sous contrat. Et sur ce sujet, nous disposons maintenant d'un outil extrêmement utile, les IPS, les indices de position sociale, publiés par l'Éducation nationale. Rendus publics de mauvaise grâce par le ministère, ces indicateurs permettent enfin d'objectiver la ségrégation scolaire. Ils montrent une concentration croissante des élèves favorisés dans certains établissements, dans le privé sous contrat, mais pas que, alors que d'autres établissements accueillent, eux, une proportion toujours plus importante d'élèves issus des catégories populaires. Et dans ce contexte aussi, les collectivités locales sont en première ligne. Je pense notamment aux communes et aux départements qui élaborent les cartes scolaires du premier degré et des collèges et qui portent concrètement les politiques de mixité sociale et scolaire. Dans les très nombreuses communes où les exécutifs font le choix de la mixité, les collectivités tentent de préserver des équilibres fragiles et de maintenir des écoles et des collèges attractifs dans tous les quartiers et permettant la réussite de tous. Mais les collectivités ne peuvent pas porter seules cette responsabilité. L'État doit prendre toute sa part. Et sur ce sujet, le constat de la Cour des comptes est sans appel, tant sur l'inaction des différents gouvernements depuis 10 ans que sur les 1550 collèges considérés comme très peu mixtes, avec d'un côté les très riches et de l'autre les très pauvres. La mixité sociale et scolaire doit redevenir une priorité nationale car elle est au cœur de la promesse républicaine de l'école. Et on le voit, l'État a largement renoncé à agir avec ambition, remarquez, a renoncé à agir tout court, sur ce sujet depuis 10 ans, laissant les inégalités entre les établissements se creuser. Dans ce contexte, je le disais, les collectivités territoriales jouent un rôle central et elles tentent souvent seules de préserver des équilibres sociaux fragiles et de lutter contre les phénomènes d'évitement scolaire. Et elles le font avec un engagement massif d'un point de vue financier. Aujourd'hui, les collectivités territoriales assurent près de 23% de l'ensemble de la dépense intérieure d'éducation en France, plus de 45 milliards d'euros par an. Notre collègue Pierre-Alain Roiron reviendra d'ailleurs sur les dépenses demandées, imposées aux collectivités territoriales. Et pendant que ces inégalités territoriales et sociales s'aggravent, ce sont les élèves les plus fragiles qui décrochent le plus fortement.
Toutes les évaluations internationales le montrent, la France est l'un des pays de l'OCDE où l'origine sociale pèse le plus sur la réussite scolaire. Face aux difficultés des collectivités et afin de répondre à nombre de ces enjeux, nous avons pourtant au Sénat proposé des solutions. Je pense notamment à la mission d'information sénatoriale sur le maillage territorial des établissements scolaires que nous avons conduit avec nos collègues Annick Billon et Jacques Grosperrin, qui préconisait par exemple l'élaboration d'une carte scolaire pluriannuelle sur 3 ans afin d'apporter davantage de stabilité, lisibilité et de prévisibilité au territoire. Parce qu'on ne peut pas demander aux collectivités de conduire des politiques éducatives cohérentes lorsque les fermetures de classes tombent comme un couperet chaque année au dernier moment, sans visibilité et sans concertation. Ma collègue Paulette Matret reviendra à ce titre dans ce débat sur l'expérimentation que vous avez initiée dans 18 territoires sur la démographie scolaire, initiative malheureusement bien tardive et bien minime alors que vous êtes au pouvoir, vous et vos prédécesseurs, depuis tant d'années. Nous avions également proposé de renforcer le partage d'informations entre les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l'État, tout comme nous avions proposé la création d'observatoires des dynamiques scolaires dans les zones urbaines comme dans les zones rurales. Et puis, je ne peux terminer, parce que nous sommes aujourd'hui, le 27 mai, sans aborder le sujet de la rénovation thermique des bâtiments scolaires, alors que la France connaît de nouveau des records de chaleur et à une période toujours plus avancée dans le temps. L'adaptation du bâti scolaire au dérèglement climatique illustre aujourd'hui parfaitement la place devenue essentielle des collectivités territoriales dans la politique éducative, tout comme malheureusement le recul de l'État. Partout en France, les communes, les départements, les régions doivent faire face à la multiplication des épisodes de chaleur, rénover des bâtiments vieillissants, végétaliser des cours d'école, garantir des conditions d'apprentissage dignes pour les élèves comme de travail pour les personnels. Et pourtant, l'État ne met pas les moyens à la hauteur des besoins. Le fonds vert, qui permet notamment de financer la rénovation thermique des écoles, a été réduit de 54% entre 2024 et 2025, passant de 2,5 milliards d'euros à 1,15 milliard d'euros. Cette baisse intervient alors que les besoins explosent. Près de 1900 écoles ont dû fermer totalement ou partiellement lors des derniers épisodes de canicule. Je ne parle pas de celui de cette semaine. Et de très nombreux établissements restent aujourd'hui inadaptés aux fortes chaleurs. Mes chers collègues, les collectivités territoriales sont des acteurs majeurs de l'éducation en France. Sans elles, il n'y a pas d'école qui fonctionne. Mais on ne peut pas continuer à attendre toujours davantage d'elles sans leur donner les moyens correspondants. Si nous voulons réellement défendre l'école publique, réduire les inégalités scolaires, garantir l'égalité républicaine partout sur le territoire, nous devons cesser de considérer les collectivités comme des simples exécutantes, voire comme une intendance qui n'a qu'à payer. Elles sont des partenaires essentiels de la politique éducative nationale et doivent être considérées comme telles. Encore faut-il leur donner les moyens d'assumer pleinement cette mission. Partout dans nos territoires, les élus locaux, et notamment les maires, sont en première ligne pour répondre aux préoccupations de la communauté éducative. C'est le cas lorsque des écoles sur leur territoire sont confrontées à des fermetures de classes, parfois perçues comme brutales et injustifiées. C'est aussi le cas lorsque les remplacements de professeurs ne sont pas assurés, en particulier sur des périodes très longues, ou que le turnover incessant de remplaçants conduit à un manque de continuité des enseignements délivrés. Depuis 2022, le ministère de l'Éducation nationale a érigé le remplacement systématique des enseignants en priorité absolue. Force est de constater que, sur le terrain, la réalité ne correspond pas aux effets d'annonce. En 2004-2025, 9,8% des heures de cours ont été perdues dans les seuls établissements du secondaire. Donc 7,5% s'expliquait par le non-remplacement d'enseignants absents, soit un total de 15,4 millions d'heures. À titre de comparaison, en 2018, seulement 2,2% des cours annuels ne pouvaient pas être assurés en raison du non-remplacement. Face aux carences de l'État, les élus tentent parfois, avec les moyens du bord, de compenser. Je pense à l'exemple de la commune de Saint-Ouen, où le maire, confronté à une rentrée scolaire chaotique en raison de problèmes de remplacement, a pris l'initiative de proposer aux élèves concernés des cours de rattrapage 2 jours par semaine, le mercredi et le samedi, en dehors des temps scolaires, pour un coût de 150 000 €. Monsieur le ministre, est-ce vraiment sur les communes que doivent reposer la charge de trouver et rémunérer des intervenants qualifiés pour exercer de telles missions ? Quelles réponses concrètes et surtout quels moyens budgétaires prévoyez-vous de mettre sur la table pour résoudre la pénurie d'enseignants remplaçants ? La Saône-et-Loire
fait partie des départements qui ont été choisis pour expérimenter la nouvelle méthode pour la carte scolaire. On part pour élaborer une projection démographique pluriannuelle pour construire, donc, avec les élus locaux, la carte scolaire, puis en déduire les moyens alloués par la loi des finances. Si cette logique peut apparaître plus territorialisée, elle donne aussi le sentiment, à ce stade, d'une approche encore trop largement quantitative, que vous avez nuancée, hein, Monsieur le Ministre, en début de cette séance. Mais ça ne prend pas suffisamment en compte certaines réalités pourtant déterminantes. Quelles garanties concrètes pouvez-vous apporter pour que cette expérimentation intègre pleinement les besoins spécifiques des territoires relevant de l'éducation prioritaire, où les critères sociaux peuvent rester centraux? Les exigences de l'école inclusive, qui impliquent des moyens humains et des organisations adaptées. Il y a aussi les particularités des territoires ruraux, où la présence d'une école dépasse la seule question des effectifs et participe directement à l'équilibre et à l'attractivité des communes. Concrètement, comment sortir de cette trop simple lecture comptable de la carte scolaire? Je serai bien entendu particulièrement vigilante à la déclinaison concrète de cette démarche sur mon territoire afin que ces enjeux soient pleinement respectés. Et au-delà, j'ai toute confiance dans la vigilance de mes collègues parlementaires pour veiller, dans chacun de leurs territoires, à ce que cette ambition de justice territoriale ne reste pas un principe, mais devienne une réalité. Plus spécifiquement, si cette expérimentation propose de donner un pouvoir consultatif aux élus locaux engagés dans le processus, je veillerai très personnellement à ce qu'ils ne soient pas rendus responsables localement de décisions nationales imposées. Nos collectivités, notamment les maires, construisent, rénovent et recrutent. Ils sont les premiers financeurs de l'école publique. Le principe de parité des dépenses de fonctionnement posé par la loi Debré et décliné par la loi Carle de 2009 leur impose pourtant une obligation dont le poids n'a cessé de croître: financer la scolarisation de leurs propres élèves dans le privé sous contrat d'une autre commune. Dans un contexte de suppression massive de classes et de compression importante des budgets locaux, ce principe est devenu un frein réel et un investissement pour l'école républicaine. Ce mécanisme est doublement pervers. Lorsque les élèves se tournent vers le privé, les charges fixes demeurent. Le coût moyen par élève gonfle mécaniquement et c'est ce coût majoré qui sert de base à la contribution versée au privé. Les établissements privés, eux, échappent, comme tout le monde le sait, à la carte scolaire et recrutent librement hors de territoire. Ainsi, plus l'école publique se vide dans certains territoires, plus elle coûte et plus le privé en bénéficie. En Indre-et-Loire, des communes m'ont indiqué cela, les communes de Sorel, Saint-Patern-Racan, Saint-Antoine-du-Rocher en font l'amère expérience budgétaire. Plus injuste encore, cette contribution est non plafonnée, non compensée. Ces conditions de déclenchement sont opaques et les communes ne peuvent ni les anticiper ni les contester. Une dépense imposée sans contrepartie qui grève directement leur autonomie financière. À la rentrée 2026, en Indre-et-Loire comme ailleurs, nous perdons des classes, 36 au niveau de ce département, 3700 au niveau national. Le rapport des députés Vanier et Weisberg rappelait en 2024 que 75% du budget de l'enseignement privé sous contrat provient déjà de fonds publics. Ce que le législateur appelait parité organise en réalité un glissement structurel vers le privé aux frais des collectivités pendant que l'école publique, elle aussi, souffre. Alors que l'école de la République se bat dans certains territoires pour vivre et survivre, est-il bien responsable aujourd'hui de donner aux collectivités des contraintes de cette façon aussi importante ?
Permettez-moi, Monsieur le ministre, de commencer par remercier mes collègues pour ce débat tout à fait important, je le crois, et surtout intéressant. Et finalement, la diversité des sujets, la diversité des points de vue, la diversité des propositions qui ont été faites, elles sont, je trouve, une magnifique illustration de la richesse qu'apportent les collectivités territoriales en matière d'éducation. Et donc, vraiment, un grand merci à vous, chers collègues. Monsieur le ministre, je vous reconnais à l'évidence de la constance dans vos propos depuis votre nomination. Vous l'avez dit dans cet hémicycle, vous l'avez dit lorsque nous vous avons auditionné en commission éducation. L'expérimentation que vous proposez dans 18 départements est finalement la traduction d'un engagement fort, mais dont on voit bien que les objectifs ne sont pas totalement partagés. Et d'ailleurs, j'ai pris en note les mots qui ont été utilisés par les différents collègues qui sont dans des départements où l'expérimentation a lieu. Et chaque sénateur, chaque sénatrice a finalement projeté des choses différentes derrière ces expérimentations. Et ça fait partie du sujet. Et donc, si je vous reconnais l'engagement qui est le vôtre et la constance qui est la vôtre là-dessus, il y a quand même quelques points d'achoppement, et je vois bien que vous peinez parfois à comprendre l'agacement ou la circonspection qu'un certain nombre d'élus peuvent évoquer sur ces expérimentations, et notamment sur le caractère concret. Vous partagez à moyen terme, à 5 ans, la vision. C'était une demande unanime des élus que d'avoir accès aux informations et qu'elles soient partagées et transparentes. Mais ce qui n'existe pas encore, je ne vous en fais pas reproche, mais ce qui n'existe pas encore, c'est la capacité à construire à moyen terme. Vous disiez carte scolaire sur 3 ans, c'était l'une des propositions que nous avions faites. Elle n'était pas que de notre fait, elle était l'émanation de nombreuses associations d'élus. Mais il n'y a pas d'outil pour projeter la décision sur ce même moyen terme. Et donc, on est avec une étape dont je reconnais bien volontiers qu'elle est nécessaire de partager l'information, mais sans avoir les outils pour construire. Et donc, oui, quand vous projetez des engagements de moyen terme sur le partage d'informations et la capacité pour notre pays à s'adapter à des enjeux démographiques réels, eh bien forcément, à un moment donné, pour les élus locaux qui sont confrontés à l'hyper-urgence, à l'hyper-aujourd'hui, à l'hyper tout de suite maintenant, ça crée parfois de la circonspection, parce que ce que gèrent les élus locaux, c'est le fait que l'urgence climatique, pour rebondir sur les propos de notre collègue Évelyne Corbière-Naminzo, c'est pas dans 15 ans qu'il faudra la traiter, c'est maintenant. De la même façon, les questions des ouvertures et fermetures de classes, là aussi, il faut du temps. On ne peut pas demander à des maires d'aménager des locaux, d'y investir beaucoup d'argent et de découvrir, parce que ça arrive sur tous les bancs de cet hémicycle, c'est arrivé et ça continue à arriver, et de découvrir qu'on va fermer une classe qui vient d'être fraîchement aménagée. On ne peut pas de la même manière demander à des élus qui disent, c'est des exemples qui proviennent de collègues, on est en train d'ouvrir un lotissement dans mon village, dans ma ville, et d'avoir toujours des interlocuteurs qui répondent « oui, mais ça, on ne le prend pas en compte dans la démographie scolaire ». Les élus savent, les élus connaissent. Et donc, vous voyez bien qu'il manque encore une pièce qui n'est pas totalement anecdotique dans votre proposition, au-delà du fait qu'il y a quand même un éléphant dans la pièce, qui est que dans moins d'1 an, nous aurons une élection présidentielle, et que donc, s'il n'y a pas d'engagement pluriannuel sur les moyens, sur les taux d'encadrement, comme ça peut vous être demandé, bon, forcément, il peut y avoir de la part des uns et des autres un peu de circonspection. Et donc, je le dis en conclusion, le sujet, il est finalement le même sur ces engagements que vous demandent, par exemple, les organisations syndicales sur des garanties sur le taux d'encadrement, à défaut de pouvoir le faire sur les moyens. Nous sommes dans un cadre d'annualité budgétaire que nous connaissons tous, mais la question, elle est finalement la même pour les collectivités territoriales. On peut difficilement demander aux élus locaux de se projeter dans un avenir co-construit lorsqu'il y a pour l'instant sur la table, et je redis que c'est un point positif, un partage d'informations, mais pas encore des outils pour la co-construction. Je termine par une phrase d'une collègue qui a participé assidûment aux concertations dans son territoire, qui est un territoire d'expérimentation. Quant à la 5e question d'un élu local sur « mais concrètement, Madame la rectrice, Monsieur le Dazen, qu'est-ce qui se passe ?» La réponse a été « nous allons faire une adresse mail dédiée ».
C'est formidable. En 2026, on peut peut-être se donner plus d'ambition collective. En tout cas, en matière d'ambition collective, vous trouverez, je crois, toujours les élus locaux à vos côtés, car nous portons vraiment au cœur l'avenir de l'école dans tous nos territoires.